Est-ce qu'il y a d'autres risques socio-économiques ou géopolitiques que vous intégrez et est-ce qu'ils ont été listés quelque part avec une probabilité éventuelle d'occurrence? Je ne découple pas les risques socio-économiques des risques physiques. Mais ils ne sont pas séparés? Non, parce que la manière dont vous allez vous rendre compte des dysfonctionnements du système physique, c'est à travers des désordres socio-économiques. Alors je vais prendre l'exemple, très bien, je vais prendre les 7 minutes qui me restent pour vous parler du printemps arabe. Le printemps arabe, est-ce qu'on peut accepter l'idée que c'est une déstabilisation socio-politique des pays qui ont été concernés? Alors je ne sais pas si c'est pour leur bonheur ou leur malheur, mais il y a eu une déstabilisation. L'une des raisons de cette déstabilisation, selon moi, ça a été la formidable augmentation du prix de l'alimentation dans ces pays-là, qui n'avaient pas, par ailleurs, parce qu'on était en période post-crise de 2008, les moyens, avec leurs recettes budgétaires propres, d'y faire face. L'Algérie pouvait y faire face avec son gaz, ils exportent du gaz. Le Maroc peut y faire face avec quelques exportations aussi, de phosphate, etc., et l'argent de Renault. La Tunisie et l'Égypte étaient en période de déprime sur le plan touristique, et donc ils avaient des recettes à l'exportation qui étaient au creux de la vague. En 2010, vous avez eu un doublement du prix des céréales sur les marchés mondiaux. Il se trouve que l'Égypte importe le quart des céréales qu'elle consomme et la Tunisie en importe la moitié. Alors, ce que je vous dis, c'est comme pour le cycle du carbone, hein, c'est très oscillant d'une année sur l'autre, mais si vous faites une moyenne, si vous lissez ça, c'est à peu près ce que ça vous donne. Pourquoi est-ce que le prix des céréales a doublé sur les marchés mondiaux? Parce que vous avez eu une canicule en Russie qui a brutalement supprimé quelques dizaines de millions de tonnes de céréales de l'approvisionnement mondial, parce que vous avez structurellement une pression à la hausse venant d'une captation croissante du maïs américain pour faire des agrocarburants, et du coup vous ne retrouvez plus ça sur les marchés mondiaux, parce que vous avez des épisodes secs à répétition en Australie, etc. Alors, Hervé vous le dira, on peut accepter l'idée que ces épisodes secs en Australie et la canicule qu'il y a eu en 2010 en Russie sont cohérents avec ce qu'on attend dans un monde qui se réchauffe. Encore une fois, il faudrait écrire l'histoire 352 fois pour vérifier avec et sans CO2, pour vérifier que c'est bien à cause de ça. Mais je crois qu'on peut raisonnablement accepter l'idée que si ce n'est pas cette fois-ci, ça sera la fois d'après. Donc ça, enfin voilà, c'est déjà quelque part une conséquence logique ou cohérente avec ce qu'on attend. Donc il y a un problème climat, et encore une fois, si ce n'est pas cette fois-ci, ça sera la fois d'après. Il y a également un problème énergie, puisque comme je vous l'ai dit, pour faire face au stress sur les importations de pétrole, les États-Unis utilisent une partie croissante de leurs céréales pour faire des agrocarburants. Ils ont à peu près un peu plus de 10% des céréales mondiales, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont déjà convertis en agrocarburants pour substituer 1,5% du pétrole mondial, ce qui à mon sens est un scandale absolu, mais enfin bon, c'est... Voilà. Si vous mettez ces deux trucs-là bout à bout, vous avez donc le prix des céréales qui a doublé à l'importation. Les céréales valent quelques centaines d'euros la tonne. Une personne du bas de l'échelle en Tunisie ou en Égypte va gagner quelques dizaines d'euros par mois. Quand vous rapportez à ce que gagne cette personne, combien ça coûte de faire du pain avec du blé importé à quelques centaines d'euros la tonne, vous vous rendez compte que ça induit pour ces gens-là une inflation alimentaire qui est absolument intolérable. Alors certes, ça ne suffit pas à faire une révolution. Si vous avez en face un pouvoir dont vous êtes un peu lassé, ça aide. Mais enfin, le fait d'avoir faim, ça aide aussi. Hein. On l'a vécu en France il y a 2 siècles, ça a bien aidé quand même. Donc, voilà, donc c'est une illustration pour moi du fait que le problème physique, qu'on décrit comme un problème physique, en fait, et c'est une des difficultés qui nous ramène aux politiques dont on parlait tout à l'heure, c'est que quand ce genre de déstabilisation arrive, vous avez besoin d'un raisonnement. Vous avez vu le temps que j'ai parlé, là, à la radio, vous n'avez pas ce temps-là, hein, à la télé non plus. Donc, vous avez et puis les prérequis pour en parler, vous les êtes farcis 50 graphes en 1 heure, vous ne l'avez pas non plus. Donc, ils ne verront pas des conséquences qui, pour moi, sont des conséquences dont la cause primaire est dans le sujet dont je vous ai parlé, ou en tout cas ça aide. C'est un des déterminants significatifs de ce qui se passe. Ils le verront avec une cause totalement externe. Et du reste, les médias français n'ont pas du tout vu ce truc-là. Ils ont vu une soif de liberté, je ne sais pas quoi, qui est probablement réelle, mais ils n'ont pas du tout parlé de la question de l'inflation alimentaire. Alors, ex post, ils en parlent un petit peu, par ici, par là, mais ça n'a pas été, au moment où le truc a explosé, ce n'est pas de ça dont ils ont parlé. Ils sont restés sur l'écume. Hein. De même que quand il y a eu le choc pétrolier en 2008, les médias français, ils sont restés sur l'écume en parlant de la spéculation. Alors certes, elle a aidé à mettre une grande oscillation dans le système, mais la cause première, elle n'est pas là. La cause première est une tension offre-demande. Hein. Donc, les déstabilisations du système, en fait, les premières que vous verrez arriver, vous ne les verrez pas arriver comme des déstabilisations physiques.
Dit autrement, il n'y a pas un super Katrina qui noiera Paris demain matin. Vous les verrez arriver à travers des crises qui sont issues de la lente pression qu'exerce le changement du système physique sur le système socio-économique qui est au-dessus et qui est le seul dont on surveille vraiment les indicateurs. C'est le seul dont on surveille vraiment les indicateurs. Vous avez tous les mois le taux de chômage, la balance commerciale, je ne sais pas quoi. Vous n'avez pas tous les mois dans le tableau de bord de Bercy la pluviométrie, la récolte de céréales et je ne sais pas quoi. Ça n'existe pas, ces trucs-là. Voilà. Donc vous n'avez pas les indicateurs plugués au niveau physique. Vous les avez au-dessus.